Bonjour, nous sommes à présent à la 33e rencontre annuelle de France et nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau notre invité de marque que vous connaissez tous, Monsieur Moncef Zenati. Monsieur Zenati, bonjour. Bonjour. Ma première question, voilà, on parle beaucoup de vivre ensemble et le fait de vivre ensemble, ou plutôt ma première question revient un petit peu à cette rencontre sur le choix de la thématique qui est construisons l'avenir ensemble. Mais je reviens justement sur le fait qu'on a parlé beaucoup sur le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, on est forcé de le faire. On est amené à vivre ensemble, qu'on le veuille ou non. Mais construire l'avenir ensemble, ça, il faudrait de la volonté. Il faudrait de la volonté de la part de tout le monde. Mais construisant l'avenir ensemble, je voudrais avoir votre avis. Comment le construire, de quelle façon et avec quelle dignité? Bien sûr, alors cette notion de vivre ensemble, elle est très importante. Et de toute manière, on est obligé de vivre ensemble. On n'a pas le choix. Alors, donc ici, ce qui est important, ce n'est pas le vivre ensemble en soi, mais c'est le vivre ensemble avec respect. C'est ça qui est important. Nous vivons ensemble, oui, mais avec respect. Et donc, justement, cette thématique, ensemble construisons l'avenir, c'est un appel justement à se vivre ensemble avec le respect, avec la dignité. Et c'est aussi un message que lancent les musulmans de France à leurs concitoyens non musulmans pour dire que voilà, nous faisons partie de cette société, nous sommes français à part entière et nous sommes ouverts, c'est un appel d'ouverture pour dire que la seule solution pour vivre ensemble dans le respect, dans la dignité, c'est de travailler ensemble pour un meilleur avenir et de construire l'avenir ensemble dans un climat de fraternité, de paix, d'unité. Transition faite, puisque vous parlez de fraternité. Fraternité, certes, on en parle énormément justement de fraternité, mais on peut me dire je ne veux pas être votre frère, il a le droit, c'est libre choix. Mais justement, dignité, je crois que maintenant on peut plus parler de dignité que de fraternité, mais la fraternité existe toujours, bien sûr. La fraternité, c'est un fondement de toute société qui veut vraiment vivre dans une cohérence, en harmonie. C'est un élément indispensable, cette fraternité. Et bien sûr, elle a plusieurs niveaux. Une fraternité fondée sur une religion, sur une pensée, etc. Mais aussi une fraternité universelle, humaine. Et celle-ci, c'est de celle-ci que nous parlons. Donc celle-ci, normalement, elle doit réunir tout le monde. Maintenant, si quelqu'un, peut-être qui n'a pas compris la notion de cette fraternité, nous disons, parce que la fraternité, tout simplement, c'est dire que nous sommes tous des êtres humains. Donc à partir de là, on ne peut qu'être frères. Et après, plus on est unis par exemple, dans un État, dans un seul pays, donc il y a cette fraternité citoyenne qui va nous unir. Donc il y a la fraternité universelle, ensuite la fraternité citoyenne. Mais malgré tout cela, si quelqu'un n'a pas encore compris cette notion, et ça serait dommage, il y a au moins, et c'est peut-être en disant le socle inférieur de cette fraternité, c'est le respect. Donc cette fraternité a plusieurs niveaux. Le niveau le plus bas, c'est le respect. Hein, car s'il n'y a pas de respect, à plus forte raison, il ne peut pas avoir de fraternité. Moi, je voudrais venir sur, ou parler un petit peu sur une histoire, peut-être qui relève un petit peu de ces réflexions actuellement pour construire cet avenir. C'est l'histoire du prophète Youssef, alayhi salam. Ce prophète que tout le monde connaît, qui a été humilié, frappé, jeté dans un puits, au fond d'un puits, emprisonné. Et plus tard, à sa sortie de prison, il n'a pas eu de rancune envers ses bourreaux, il n'a pas eu de rancune ni de haine, mais encore plus, c'est qu'il a essayé de construire une société dans le pays où il était étranger, puisqu'il était en Égypte. Donc, de cela, est-ce qu'on peut calquer cette façon de faire ou ce modèle
actuellement pour construire cet avenir sans rancune et sans haine? Bien sûr, le modèle de Youssouf alayhi salam, c'est un modèle très significatif, surtout pour nous, car ça donne effectivement, alors sur deux points. Le premier point, c'est qu'effectivement, c'est ce musulman monothéiste qui participe donc à la construction d'une société qui est majoritairement donc, idolâtre, donc sous un royaume idolâtre. Pourtant, il sait qu'il peut apporter quelque chose à la société humaine, donc il contribue. Et donc, de la même façon, le musulman, dans un contexte majoritairement non musulman, donc il se doit justement ce côté universel, humaniste de l'islam, donc l'oblige de participer à l'essor de la société. Et lorsqu'on peut participer, apporter quelque chose à la société, le musulman se doit de faire cela. Et Youssouf alayhi salam l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, lorsqu'il était dans la période mécoise ou même la période médinoise. Et aussi le deuxième point, c'est que justement ce pardon, hein, cet amour, donc, et le cœur rempli d'amour, donc il sait pardonner. Celui qui ne sait pas pardonner, c'est un cœur donc, qui ne connaît pas l'amour et la miséricorde. Celui dont le cœur est rempli d'amour pour l'autre, pour le prochain et de miséricorde, il est prêt à pardonner. Et justement, c'est avec ce pardon et cette tolérance qu'on peut construire les choses, car un cœur plein de haine ne peut pas produire, il ne peut pas construire. On parle de construire l'ensemble. Le minimum pour construire ensemble, c'est aimer l'autre pour construire avec l'autre. Mais là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que Youssouf alayhi salam, lorsqu'il pardonne, il pardonne avec dignité. On ne lui a pas imposé ce pardon-là. Il n'a pas été dans l'obligation de résignation, d'aliénation, mais il est le ministre. Il est puissant et s'il voulait sanctionner, il aurait pu. Donc c'est un pardon, mais avec dignité. Et c'est exactement ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à la Mecque, donc victorieux, et lorsqu'il réunit tous les Mécois qui ne sont pas encore musulmans. Certes. Et il leur dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Il dit, tu es noble, fils d'un frère noble. Et donc il dit, je vous dis comme a dit Youssouf alayhi salam à ses frères, la tathriba alaykum, donc point de rancœur. Donc il les libère tous alors qu'ils ne sont pas encore musulmans. Donc la conquête de la Mecque n'était pas pour imposer l'islam. Loin de là, c'était une conquête totalement politique. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce pardon-là, donc il a pu unir tous les Arabes d'Arabie et de construire une société forte musulmane. Justement, vous avez anticipé sur une question sur le prophète, d'autant plus que, puisque vous me parlez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, justement, quand il a signé le pacte de l'injustice, n'étant pas encore prophète, il n'avait pas la révélation, il a signé ce pacte-là parce que ça parlait justement de l'injustice. Et lui, il était pour la justice. Plus tard, quand il a eu la révélation et il est devenu prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si c'est à refaire et qu'on me demande aujourd'hui de signer le pacte, je le ferai. Il l'a intégré dans la sunna. Oui, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même étant donc prophète, et même avant d'être prophète, dans la société, dans le comportement du prophète dans la société mécoise, lorsqu'il n'était pas d'accord par rapport à certaines choses, l'idolâtrie, tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs, etc., il s'isolait. Par contre, lorsqu'il y avait des choses dans l'intérêt public, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé. Il a participé à la construction de la Kaaba. C'était un intérêt public. À ce pacte, ce qu'on appelle Hilf al-Fudul, le pacte de la vertu. Donc, selon ce pacte, donc, tous les notables de la Mecque devaient s'unir pour réparer toute injustice subie par quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il dit, après la révélation, si on m'appelait à ce pacte, donc je répondrai favorablement. Là encore, c'est un exemple comme quoi le musulman, donc, il se doit de participer dans la société, même si cette société est majoritairement non musulmane, dès qu'il y a un intérêt public. Et d'autant plus, comme vous l'avez dit, sur la construction de la Kaaba. Et d'ailleurs,
si vous avez remarqué le respect qu'il a eu pour les gens qui étaient sur place, il ne voulait pas les offenser parce qu'ils avaient des coutumes, certaines traditions. Il a laissé le côté où il l'a pas touché, par respect pour les habitants qui étaient... C'est ce qu'on appelle l'intelligence du contexte. Ceci dit, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire si vous avez un message à faire passer pour les musulmans et d'autres bien sûr qui nous écoutent sur le fait de leur participation justement et être acteur dans la société par le savoir, c'est-à-dire que comment les amener à pouvoir lire surtout, la lecture, lire un petit peu pour connaître un petit peu le savoir des gens comme vous qui écrivez, comme d'autres personnalités aussi. Comment on peut faire passer ce message? Alors tout d'abord, nous sommes la communauté de Iqra. Donc le problème c'est que la communauté de Iqra ne lit plus. Et donc il faut justement refaire vivre cette notion de lecture et d'instruire par la lecture, car ça pourrait résoudre énormément de problèmes, notamment par rapport à tout ce qui est l'extrémisme d'une manière générale et particulièrement l'extrémisme violent. Donc à travers l'instruction, on pourrait résoudre énormément de problèmes. Donc il faut vraiment inciter nos jeunes à lire, mais cela suppose aussi que nos intellectuels produisent. Et donc il faut plus de production, non seulement parce que ce qui se passe beaucoup dans tout ce qui est librairie, etc., c'est les traductions. Mais il n'y a pas encore assez de production intellectuelle made in Europe ou en France qui part à partir donc de ce contexte que nous vivons et qui va adapter beaucoup de choses par rapport à ce contexte. Bien. On arrive vers la fin et ma dernière question est d'actualité bien sûr. C'est une question un peu récurrente et peut-être davantage encore depuis les attentats meurtrières de novembre et janvier 2015 dans une France en proie au clivage et aux divisions. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela et quelle est la place de l'islam dans une république, justement, république française, la République de France d'aujourd'hui? Après tout ce que nous avons vécu, bien sûr, c'est des moments très difficiles pour le pays entièrement, pour les musulmans particulièrement, parce que ils subissent après les conséquences de ce genre de choses. Mais je dirais que plus que jamais, l'islam est une chance pour la France. Mais il faut à la fois que les musulmans, parce que en réalité, ils sont coupables de manquement de ce côté-là, c'est qu'ils n'ont pas su jusqu'à maintenant présenter qu'est-ce que l'islam aux non-musulmans. Parce que si le non-musulman a peur, des peurs parfois compréhensibles, mais les non-musulmans, les musulmans n'ont pas su jusqu'à maintenant bien présenter l'islam d'une manière générale dans ses fondements, dans ses finalités, dans ses objectifs, etc. Et aussi de l'autre côté, on parle beaucoup de l'islam, mais on ne laisse pas les musulmans parler de l'islam. Donc il faut qu'il y ait une ouverture des deux côtés, car je suis persuadé que l'islam peut être un facteur d'unité et de paix pour toute la société. Monsieur Zenati, je vous remercie de votre présence, de nous avoir honoré de cette intervention-là et nous vous disons à bientôt. Inch'Allah. Merci de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt aussi à vous. Merci, au revoir.